Ok, bien bonsoir à tous. Pour ce troisième et dernier slot de la soirée consacré au temps réel, je vais revenir sur une API de stream processing, structure streaming, qui nous vient de Spark, et qui est relativement récente puisque c'est le dernier module apporté dans le framework, et qu'il est encore en alpha dans la version 2.1 de Spark. Très brièvement, l'idée ça va être la suivante, pouvoir considérer un flux en stream qui nous vient en temps réel comme une table, où finalement chacun des batchs de données qui viendraient dans notre moteur de calcul serait considéré comme des lignes qui s'ajoutent dans un data frame, un tableau qui serait non borné, qui serait infini. Et pour qu'on parle de ces sujets-là ensemble ce soir, je me suis dit qu'on pourrait repartir d'un des slots qui a été joué la semaine dernière, toujours dans le cadre du mois de la data, où Alban et Mouloud nous ont présenté une petite pipeline de machine learning capable de donner son avis sur un tweet pour dire s'il était positif ou péjoratif. Pour rappeler le sujet, il s'était basé sur des tweets portant sur l'actuel président des États-Unis. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait ensemble, puisque cette API est dite de très haut niveau, recoder les quelques lignes et qui nous permettraient de le lancer, cet algo, de le prendre comme une black box et de le mettre sur orbite, de faire en sorte qu'il prédise, qu'il donne son avis sur des tweets qui arrivent au fil de l'eau, plutôt que sur des données stockées, accumulées, comme on l'avait fait jusqu'à maintenant. Donc, on est parti. Avant même de parler de structure streaming, juste en termes de stream processing, on peut faire le découpage suivant, de manière très grossière, en trois parties, où on aura l'acquisition en continu auprès d'une source, finalement, de notre donnée. On va aller récupérer nos informations auprès d'une source. Une deuxième partie, on aura un ensemble de traitements, un ensemble de transformations qu'on va appliquer sur nos données qui nous arrivent, sur chacun de nos batchs de données qui nous arrivent. Puis un troisième système, un sync, qui va récupérer finalement le résultat de nos transformations. En termes de stream processing, il y a trois grandes sources connues. Nous, on va s'intéresser à la dernière, à Apache Kafka, le bus de messages distribués, puisque j'ai déjà en place une application Kafka Connect qui pool les tweets de l'API Twitter dans un broker. Pour travailler ensemble, tout ce qu'on aura à faire finalement, c'est se servir au sein d'un topic Kafka. Donc pour cela, du coup, un petit peu de configuration. Oui. Un petit peu de configuration, et pour ne rien vous cacher, en fait, on va définir une adresse privée pour ce broker. On va définir une adresse, un port et un topic auquel s'inscrire. Tout est là. Et finalement, pour aller lire dans ce broker, ça va être très simple. On va faire un petit peu des choses qui sont très ressemblantes avec ce qu'on faisait en Spark SQL. On va partir de la Spark Session, et au lieu d'utiliser read, on passera par readStream. Et la fonction format, finalement, nous donnera la possibilité de choisir entre les différentes sources dont je parlais tout à l'heure. Après, comme sur un data frame reader, on va pouvoir indiquer des options. Où aller chercher notre Kafka, composé d'une adresse et d'un port. Sur quel topic s'inscrire. À la fin de cette clause, finalement, la méthode load, elle, derrière, bien, va tout simplement nous renvoyer une instance de data frame. Les mêmes data frames qu'on a l'habitude de manipuler en Spark. Donc, a priori, on a obtenu notre instance de data frame et moyennant cette petite propriété qui va nous indiquer finalement si notre data frame a été lu avec la méthode read ou readStream, si c'est un data frame statique ou un data frame qui va recevoir de la donnée au fur et à mesure. Si on regarde ce qu'on a dans notre tableau, parce qu'on a choisi la source Kafka, on va avoir tout un tas d'éléments qui correspondent au message passé dans le broker, la clé, la valeur du message, réunie dans une ligne, un topic et une partition de provenance. À partir de là, finalement, on va passer directement à la deuxième partie dont je vous ai parlé, les transformations, puisque toute l'information, finalement, elle est stockée là, dans cette colonne. Cette colonne de bytes, on va vouloir la travailler, en faire quelque chose de plus interprétable, quelque chose de plus structuré, finalement. Donc, on démarre avec les transformations. Si je vais donner un des deuxièmes avantages de cette API, finalement, sur streaming, c'est en plus de bénéficier des readers, on va pouvoir utiliser tout un tas de fonctions qui nous viennent déjà de Spark SQL et qu'on connaît déjà,
Et là, ce soir, je vais vous parler de fonctions capables de manipuler du JSON. Pourquoi? Parce qu'au sein de mon broker Kafka, la donnée que je reçois, elle est sérialisée comme du JSON. On y trouve les deux clés suivantes pour chaque message, une clé schéma, une clé payload. Ce payload qui contient le tweet que je veux pouvoir analyser. Alors, pour extraire, pour décoder finalement ce tableau de bytes, je vous propose de faire un nouveau data frame. On va partir de notre premier et créer une nouvelle colonne qui s'appellera aussi payload. Et grâce à la méthode getJSONObject qui prend deux arguments, le premier étant une colonne, le second un chemin, on va préciser un dollar et indiquer le chemin qui peut avoir plus ou moins de profondeur. Ici, on est directement à la racine. On va préciser la clé payload. Si on regarde pour l'instant notre data frame, pas grand chose de nouveau. On a juste une clé payload ici qui a été rajoutée en chaîne de caractères. Elle va contenir le contenu suivant, un ensemble de clés, valeurs, sur lesquelles moi j'ai besoin de travailler. Mais donc du coup, c'est plus visuel, mais pas tout aussi peu manipulable. On va essayer de caster cette structure. Ça va se faire avec un schéma qu'on va imposer à chaque finalement élément transitant dans le flux, dans le data frame, qui sera sous forme de struct type. On va instancier un struct type dans lequel on va déclarer les différentes clés qu'on va vouloir extraire. Là, je vous propose de faire autrement. Je vous propose de faire une projection. On va conserver quelques colonnes qui nous intéressent, qui peuvent être pratiques à garder, le topic, le timestamp. Et à l'aide de la méthode fromJSON, on va pouvoir préciser une colonne. Notre dernière colonne en date, en fait, on va passer payload, celle qu'on vient de se construire, et on va indiquer notre schéma. On va l'aliaser pour la reconnaître. Tweet. Si on regarde directement ce que ça donne, voilà, on va avoir une nouvelle colonne qui se crée, une colonne de tweet, et deux sous-colonnes qui vont correspondre aux clés qu'on a souhaité extraire. Le jour où vous aurez besoin finalement d'enrichir le schéma, il vous suffira finalement d'ajouter des choses à cette struct type. Si j'ajoute ah bah oui, forcément. Voilà. Je peux extraire, en enrichissant mon schéma, je peux extraire de nouvelles clés à la volée. Alors, du coup, pour ce soir, moi, je vais vous passer la construction d'un schéma complet qui pourrait nous servir à analyser les tweets. Je vous l'ai codé par avance, on va s'en servir tel quel. Et je vais réappliquer la transformation avec le nouveau schéma, pas le schéma d'exemple. Si on regarde ce qu'on obtient, on a quelque chose de beaucoup plus fourni, avec la notion d'utilisateur qui se dégage, des sous-colonnes encore, qui ont chacune un type, qui sera imposé à la volée, et la possibilité d'être nul ou non. Un message transitant par ma file de messages qui ne respecterait pas ce schéma sera mis à nul. Alors, moi, cette forme-là, elle me plaît, mais je peux facilement aller chercher mes champs. Mais si on se rappelle notre problématique, on va vouloir passer cela à une pipeline de machine learning qui, elle, s'attend à avoir un tableau, à avoir un data frame. A priori, on aura tendance à préférer aplanir la structure. Donc, ça aussi, ça peut se faire de la manière suivante, grâce à des projections, en allant chercher dans le chemin finalement des sous-colonnes, des sous-schémas, on va pouvoir rehausser les éléments qui nous intéressent. Et là, on a un data frame qui ressemble déjà plus à une table sur lequel on va pouvoir travailler. On a fait pas mal de manipulations. Je vais juste parler de quelques petites transformations encore. Et également, finalement, visualiser des tweets, puisque je parle depuis tout à l'heure d'un data frame, de messages qui potentiellement arriveraient, mais depuis tout à l'heure, on manipule un schéma, un tableau vide. Donc on va assigner le data frame à une table. Et grâce à l'outil que j'utilise, l'outil Databricks, j'ai la possibilité finalement avec Spark SQL de déclencher le flux tiré et de faire transiter les messages par la série de transformations qu'on a écrites jusqu'à maintenant. Donc, si j'applique ma requête sur la table à laquelle je viens d'assigner un data frame, je vais pouvoir retrouver des tweets ici.
qui transitent par mon broker Kafka et qui s'ajoutent au fur et à mesure. Ici, une remarque, c'est que j'ai laissé la colonne de tag en liste, une transformation facile à trouver qui pourrait nous intéresser, si on pourrait se dire pourquoi pas s'intéresser aux tweets qui contiennent un certain nombre de tweets. Et on pourrait appliquer un filter. C'est l'occasion de voir si ça passe là aussi. Un filter sur la colonne, du coup, tag. On dirait, allez, supérieur à 4. Du coup, je définis un nouveau data frame que je réassigne à nouveau à ma table et je relance ma requête. Cette fois, ce qu'on peut voir, c'est que ça arrive beaucoup plus lentement. J'ai petit à petit des tweets qui apparaissent. A priori, les tweets à 15 tags sont relativement peu fréquents. Bon, il y en a quand même. Mais, en tout cas, avant de passer par mon data frame final, j'ai cette nouvelle étape de transformation de filtre qui laisse un message passant ou non passant. Une dernière étape qui pourrait être intéressante, c'est la question de la jointure. Pouvoir enrichir à la volée un message qui transiterait par Kafka, l'enrichir avec un référentiel statique, cette fois un data frame que je posséderais, d'informations que j'aurais sous le coude, et pour lesquelles je voudrais enrichir chaque message et faire un traitement en fonction de cet enrichissement finalement à la volée. Alors du coup, je reste dans le thème. Je me suis défini un data frame d'utilisateur Twitter. Et ici, ce qu'on pourrait vérifier, c'est est-ce que c'est transparent? Est-ce que je vais pouvoir, mon data frame stream, réaliser ma jointure sur un data frame classique? Alors, je vais prendre mon data frame de stream, sélectionner la jointure sur mon data frame de référence et indiquer finalement les clés sur lesquelles je vais vouloir streamer. Alors, d'un côté, je crois que j'ai user ID et profile ID. Et donc, du coup, là, j'ai choisi d'intervertir. La dernière transformation, j'ai changé. Et là, mes messages passent par une nouvelle transformation avant de nous être affichés. J'ai volontairement laissé par défaut un inner join pour illustrer la jointure et montrer que finalement, je n'ai aucun tweet passant. Il y a peu de chances a priori que les 4 petits utilisateurs que j'ai choisis tweetent pendant notre démo. Et on voit bien que les clés ne matchent pas. Donc, au passage de chaque message, sur la jointure avec l'ID, le message est rejeté s'il ne trouve pas son élément référentiel. La question que je me pose, c'est est-ce que du coup les temps de latence me permettent de tweeter pendant la démo? On pourrait essayer d'envoyer des messages. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mon identifiant à moi, mon identifiant personnel, et on pourrait voir si effectivement, dans la jointure, est-ce que je suis interpolé? Envoyer quelques tweets pour voir. Ah, il y en a un qui passe. Donc du coup, on peut en faire passer 2. Je suis sûr, allez. Je vais peut-être m'arrêter. Bon. J'ai une petite inconnue sur l'API Twitter qui me renvoie un certain ratio de mes tweets. Mais a priori, on a bien un passage au niveau de la jointure. Et sur le matching au niveau de ma clé d'identification user, je peux enrichir à la volée avec une quelconque information mon data frame. Oui? Ok. Alors du coup, on a vu pas mal de transformations. On a vu des projections, des filtres, des jointures. On va passer à la pipeline d'AML finalement. Alors, j'avais promis que je reprendrais tel quel. Et je l'ai complètement copié finalement. Ici, c'est le dossier de la sérialisation du modèle qui nous a été présenté la semaine dernière par Mouloud et Alban.
en stockant leur modèle, moi, je suis capable de le récupérer et de l'appliquer sur mon data frame. Donc, je vais pouvoir recharger le modèle qu'ils ont entraîné grâce à Pipeline Model, qui me rend une instance de Pipeline Model, que je vais appeler aussi modèle. Et au niveau de la signature, finalement, mon modèle transforme, il a une méthode transform qui prend un data frame simple et qui me renvoie un autre data frame. Le contexte est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude avec les data frames classiques, mais a priori, du point de vue de la signature, ça colle. Alors, je pourrais essayer de passer au niveau de ma transformation à data frame et attendre un data frame. Et là, du coup, ce que je vois apparaître, c'est pas mal de champs intermédiaires. Je regarde juste le schéma de ce qu'il m'a donné. Pour l'instant, je n'ai déclenché aucune requête. Mais je peux déjà voir les champs intermédiaires de la transformation de la pipeline pour arriver finalement à cette fameuse prédiction qu'on aimerait atteindre. Et donc, du coup, petite méthode un peu différente pour visualiser les tweets. Et voilà. Donc, du coup, on a une mission qui est accomplie. On arrive à transiter par l'ensemble des transformations de formatage, à passer le data frame à une dernière transformation qui est la pipeline de machine learning développée par mes pairs et à prédire finalement des tweets qui viennent au fil de l'eau. Du coup, notre mission pour ce soir elle est accomplie, mais je voulais quand même faire un petit focus sur un dernier point. Je vous avais parlé de 3 étapes, l'étape de sync. Donc, on va quand même l'évoquer. Je n'ai qu'une partie de mon écran en fait. Ok, donc du coup, ces tweets, je les ai accumulés. J'ai réussi à appliquer une prédiction dessus. Je vais vouloir potentiellement les stocker. Qui sait refouiller dedans pour savoir si mon modèle était plutôt habile. Et donc du coup, de la même manière qu'on avait des readers spécifiques pour le stream, on va avoir des writers qui seront rajoutés au data frame. Alors, ça sera, sur notre instance de stream data frame, on va pouvoir appeler la fonction write qui vérifiera au préalable que on a bien un data frame de stream. Le sync sera choisi grâce au format. De la même manière, on pourrait faire un sync JSON, un sync CSV. Et le pass, finalement, sera donné en option, avec en plus un checkpoint, la possibilité de checkpointer, de garder sur disque le numéro d'offset qui est parcouru. Au cas où, si finalement mon job de streaming planterait, pouvoir reprendre sans reprocesser de messages déjà consommés. C'est une des dimensions prises en compte par Structure Streaming pour faire du framework finalement un framework tolérant aux pannes de bout en bout. Donc du coup, je vais déclencher un nouveau job de streaming qui va petit à petit, au fur et à mesure qu'il reçoit des messages, écrire sur disque chaque parquet. Et donc du coup, on a dans le file system que je me suis choisi, qui est relié finalement à un AS3, une augmentation des fichiers parquets. Ok. 1. Donc voilà, pour conclure finalement, l'acquisition des tweets petit à petit, 1 minute par 1 minute, que je suis en mesure de prédire.
Pour faire le point, finalement, on a discuté de structure streaming d'un point de vue très développeur, très API. Il y a aussi une très grosse autre phase dans structure streaming qui est la possibilité de finalement d'en faire un framework complet d'applications de streaming, puisque le stream processing, c'est une tâche qui est compliquée, en plus de gérer tous ces formatages de données qu'on a vu ensemble. Il y a des questions de données en retard, des questions de fenêtrage qui sont à prendre en compte. Il y a toute une autre partie de structure streaming qui se charge de ça, en plus de ce qu'on a vu. Nous, ce qu'on a vu finalement ce soir, c'est cette promesse d'expression de processing identique à un mode batch et à un mode streaming. Comment ça se traduit et comment ils l'ont intégré finalement à ce qu'on connaît déjà au niveau de Spark SQL. Du coup, on a également relevé le challenge que m'avaient posé Alban et Mouloud après leur slot, qui était finalement de prédire en temps réel l'ensemble d'études que je pouvais récupérer. Je me perds un peu. C'est pas forcément très pratique, hein, les démos notebook. Mais tout ça, en fait, c'était juste pour vous dire merci.